Ce qu'on va voir maintenant, c'est la définition de matrice équivalente. Plus particulièrement, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est, ok, on a une matrice A, on sait que c'est la matrice d'une application linéaire, matrice dans les bases canoniques, eh bien, on va se demander quelle est la représentation la plus simple de l'application linéaire associée, c'est-à-dire à quoi ressemble la matrice de cette application dans des bases qui sont bien choisies, bien sûr, mais quelle serait la représentation la plus simple? Par exemple, je vous rappelle, on a vu pour les projecteurs que la représentation la plus simple, c'était identité 0, 0, 0, et pour les symétries, c'était identité 0, 0 moins identité. C'est quand même assez simple. Bon, le théorème 17, il vous dit que si f est une application linéaire de E dans F de rang qui vaut petit r, donc je vous rappelle, le rang de F, c'est la dimension de l'image de F, alors il existe une base de E et une base BF de F, telle que la matrice de F dans les bases BE-BF, soit cette matrice-là, qu'on a l'habitude de noter J indice R, c'est-à-dire, ça commence par R1 sur la diagonale, et ensuite des zéros partout ailleurs. Donc cette représentation, elle est quand même très simple, c'est-à-dire elle est très simple à utiliser, à manipuler, etc. Et donc, on considère un peu que c'est la représentation la plus simple pour l'application linéaire F. Le problème, c'est que souvent, les bases BE et BF dans lesquelles la matrice est de cette forme-là, elles sont assez moches à obtenir. Mais l'intérêt de ce théorème, c'est de montrer qu'il en existe. Donc, dans les exercices, vous pourrez utiliser qu'il existe des bases dans lesquelles la matrice a cette forme-là, sans forcément avoir besoin de dire explicitement quels sont les vecteurs de la base BE, quels sont les vecteurs de la base BF. Donc on va passer à la démonstration de ce théorème. Si on essaye de voir ce qu'on nous demande, on nous demande de démontrer qu'il existe une base de E, donc je vais l'appeler E1, En pour la suite de la démonstration, une base de F, que j'appelle F1, Fp, telle que, en fait, si au-dessus de la matrice on met F de E1, F de En, et sur le côté on met la base à l'arrivée, c'est-à-dire F1, Fp, eh bien la matrice soit de cette forme-là. Autrement dit, on veut que pour les R premiers vecteurs, donc quel que soit I appartenant à R, F de EI soit égal à FI, comme ça on peut bien mettre un 1 sur la diagonale, et on veut que pour les N-R derniers vecteurs, F de I soit égal à 0. Comme ça, ça nous fait bien des colonnes de 0. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire, de montrer qu'il existe bien des vecteurs E1, En et F1, Fp qui vérifient ces deux conditions. C'est ça l'intérêt du théorème. Et vous devez faire à peu près pareil, et dans l'exercice 9 d'ailleurs, c'est normalement comme ça que vous devez essayer de résoudre l'exercice. Vous partez de la forme à la fin. C'est-à-dire, puisqu'on vous dit à quoi est-ce qu'on veut que ressemble la matrice, ça vous aide pour choisir les vecteurs de la base. Par exemple, là, on veut des vecteurs tels que f de i soit égal à 0. En fait, on veut des vecteurs qui sont dans le noyau de f. Bon, est-ce que c'est possible de choisir des vecteurs dans le noyau de f? Quelle est la dimension du noyau? Voilà, vous devez mener tout ce raisonnement. Donc, on le fait là de façon théorique pour cette matrice-là, et vous, dans les exemples, vous devez être capable de le faire. Donc ça, c'était pour vous expliquer ce qu'on voulait faire. Maintenant, on le fait pour de vrai. Alors, on a vu que comme les dernières colonnes, ça allait être des zéros, il y a le noyau de f qui va intervenir. Donc, par le théorème du rang, la dimension du noyau, c'est la dimension de l'espace de départ moins la dimension de l'image, c'est-à-dire n moins le rang, n moins r. Donc déjà, on peut se fixer une base du noyau, on appelle G1, G indice n moins r, une base du noyau de f. Cette famille, puisque c'est une base du noyau de f, elle est libre, donc on peut la compléter, grâce au théorème de la base incomplète, en une base de E. Donc je les ai ajoutés devant les vecteurs parce que je veux que les vecteurs du noyau soient à la fin, mais d'habitude je les écris après, vous faites comme vous voulez. Et on sait combien il en faut, il en manque R. Donc voilà, cette famille-là est une base de E. Donc déjà, si je calcule F de chacun des vecteurs de cette famille, je suis déjà sûr que pour les derniers, je vais avoir que des zéros. Donc déjà, toute la deuxième partie de ma matrice, je suis sûr qu'elle a la bonne forme. Et ensuite, puisque j'ai complété ma famille libre avec d'autres vecteurs pour former une base, je sais que l'espace vectoriel engendré par E1, ER
est un supplémentaire de l'espace vectoriel engendré par G1, Gn-R. Ça va nous servir pour la suite. Donc voilà tout ce que nous dit le théorème de la base incomplète. Alors après, là maintenant, on doit fabriquer la base de f. Donc on a vu, si je reviens rapidement, on veut que les R premiers, F1, Fr, ce soient les F de EI. Donc dans la démonstration, on n'a pas trop le choix. On pose Fi égale F de EI. Comme ça, on a déjà fabriqué R vecteur. Ça suffit pas puisque nous, on en veut P pour faire une base de F. Donc la question c'est, cette famille-là, est-ce qu'on peut la compléter pour fabriquer une base de F? Sauf que qu'est-ce qu'il faut en première hypothèse pour avoir le droit de compléter une famille? Eh bien, il faut que ce soit une famille libre. Le théorème de la base incomplète, il vous permet de compléter une famille qui est libre, pas de compléter n'importe quelle famille. Donc on doit d'abord s'assurer que cette famille F1, Fr est libre. Pour ça, on revient à la définition d'une famille, libre, tout à fait. Donc on suppose soit lambda 1, lambda r des scalaires, tels que la somme pour k allant de 1 à r des lambda i fi soit égale à 0. C'est-à-dire, fi, je le remplace par f de ei. Donc ici, vous avez f de ei, et puisque f est une application linéaire, je peux mettre le f en amont, là, de toute la somme. Donc je me retrouve avec f de la somme pour k, alors bien sûr, ici, ce sont des i, ou ici, ce sont des k, vous choisissez. F de la somme pour k allant de 1 à r des lambda k ek qui vaut 0. Donc ça veut dire que cette somme-là, en fait, elle est dans le noyau de f. Mais cette somme, elle est dans quoi d'autre? Eh bien, comme elle s'exprime en fonction des E1, ER, elle est également dans l'espace vectoriel engendré par E1, ER. Donc ce vecteur-là, il est à la fois dans le noyau et à la fois dans l'espace vectoriel engendré par E1, ER. Sauf que ces deux ensembles sont en somme directe. Donc en fait, cette combinaison linéaire, elle vaut 0. C'est des k partout ou des i partout, hein. Je vous rappelle, vous le changez. Donc on se retrouve avec cette somme qui vaut 0. Mais la famille E1, ER, c'est une famille libre, puisqu'elle fait partie d'une base. Donc à partir de cette somme qui vaut 0, on obtient que les scalaires lambda 1, lambda r sont nuls. Donc finalement, si lambda 1, lambda r vérifie que cette combinaison linéaire est nulle, alors les scalaires sont nuls. Donc on retrouve bien la définition d'une famille libre. Donc par le fait que les vecteurs E1, ER sont dans un supplémentaire du noyau, automatiquement, la famille f de E1, f de ER est une famille libre. Donc puisque c'est une famille libre, on la complète en une base de f. Et donc si on écrit la matrice dans cette base, eh bien en haut on doit mettre f de E1, f de ER, ensuite à côté g de E1 jusqu'à g, non, on recommence, f de E1, f de ER, ensuite f de G1 jusqu'à f de g de n-r, g f de G1 jusqu'à f de g de n-r, on a dit que ça faisait que les zéros, donc ça c'est bon. F de E1, c'est F1, donc c'est pour ça qu'il y a un 1 en haut à gauche dans votre matrice. F de E2, c'est F2, etc. Donc c'est pour ça que vous avez bien une diagonale de R1 qui apparaît. Donc la matrice de F dans ces bases est bien égale à celle-ci. C'est donc la forme la plus simple pour une application linéaire de rang R. Alors maintenant, on oublie un tout petit peu l'application linéaire, on s'intéresse simplement aux matrices. Donc on prend A, une matrice de MNP de K dont le rang vaut R. Je vous rappelle, le rang d'une matrice, c'est le rang de la famille formée par ces vecteurs colonnes. Eh bien, si une matrice est de rang R, il existe deux matrices inversibles P et Q telles que la matrice A soit de la forme P-1, cette matrice-là, JR, qui est assez simple, fois Q. Quel est l'intérêt de cette écriture? C'est que par exemple, pour calculer les puissances de A, ça va être assez simple. Parce que je vous rappelle, c'est ce que vous avez démontré en DS, et puis vous pouvez le redémontrer à chaque fois dans les exemples. A puissance n, c'est égal à P-1, cette matrice à la puissance n fois Q. Sauf que cette matrice à la puissance n, ça vaut combien? Ça vaut elle-même. Donc en fait, vous avez plein de formules comme ça qui vous permettent de déterminer des puissances à condition d'avoir d'abord trouvé la représentation la plus simple
possible de votre matrice. Alors on va démontrer ce théorème 18. Donc on a une matrice A dont le rang vaut R, ce qui veut dire en particulier que l'endomorphisme qui lui est associé, qui va de Kp dans Kn, il est lui aussi de rang R, puisque le rang de A, on a dit que c'était le même que le rang de F de A. Et puis cet endomorphisme-là, canoniquement associé à A, sa matrice dans les bases canoniques de Kn, de Kp et Kn, décidément, c'est bien la matrice A. Ça, on l'a vu au début du chapitre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cet endomorphisme A, on va l'exprimer dans une autre base. Donc, par le théorème précédent, il existe deux autres bases, qu'on va appeler Bp' et Bn', dans lesquelles la matrice de l'endomorphisme FA est de cette forme-là. Ça, c'est vrai, puisque le rang de FA, c'est le même que le rang de A, c'est donc R. Donc, la matrice A et cette matrice-là sont toutes les deux des matrices du même endomorphisme, mais dans des bases différentes. Donc, par la formule du changement de base, eh bien, vous passez de l'une à l'autre grâce aux matrices de passage. Vous en profitez pour vérifier, là, comment est-ce que je choisis les matrices que je mets en indice ou en puissance. Donc, si j'appelle cette matrice P et que j'appelle cette matrice Q, qui sont bien toutes les deux des matrices inversibles, on retrouve bien la formule annoncée, à savoir que A est égal à P-1 fois cette matrice fois Q. De façon générale, d'ailleurs, deux matrices du même endomorphisme, mais dans des bases différentes, eh bien, elles vérifient ce genre de relation.